Oui, Jean-François Régis, oui, je trouve ça parfait. Le premier, c'est être berger d'abord. Ensuite, c'est d'être architecte paysagiste, qui m'a permis ensuite de faire de l'urbanisme. D'abord, j'ai travaillé dans le monde entier. Et ensuite, donc, j'ai créé une table d'hôte, chambre d'hôte, avec une galerie d'art et surtout des spectacles et des préparations de séminaires. Donc pour appréhender un paysage, il faut non seulement appréhender le minéral, le végétal, mais il faut aussi appréhender ceux qui vont y vivre. L'humain surtout, oui. Comment on fait pour faire ça? Alors, il faut beaucoup écouter les gens et jamais s'imposer. L'idée, c'est qu'en fait, en paysage, on n'impose pas au paysage quelque chose. Il y a simplement dans une époque des rois où on imposait au paysage la lecture humaine. J'ai fait un château qui s'appelle le château de Louis XIV. Donc on a créé un château et un grand jardin à la française dans une forêt complète près de Versailles. Et le client un jour m'appelle en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de couper des arbres. » Je lui dis « Écoutez, on fait un jardin à la française, il faut couper les arbres. » Il m'a dit « Non, je veux couper aucun arbre. » Je lui ai dit « Alors on va faire un jardin à l'anglaise. » Il m'a dit « Non, je veux un jardin à la française. » Je lui ai dit « Mais écoutez, c'est impossible. Je reste dans la monarchie quand je fais un jardin à la française. Et donc un jardin à la française, c'est imposer à la nature l'humain. Donc je dois couper les arbres et maîtriser notre paysage. » C'est le principe de l'art topiaire, ça en fait. Complètement. Donc il m'a dit « Il est hors de question de ça. » J'ai dit « Écoutez, faites ce que vous voulez, mais Pas avec moi. pas avec moi parce que je dois suivre la monarchie. Ou alors, je ne fais pas de jardin à la française. » Et donc j'ai raccroché le téléphone et j'étais en avion et ensuite il m'a rappelé en me disant « C'est scandaleux ce que vous m'avez dit, il va falloir que vous démissionnez. » J'ai dit « Mais il n'y a aucun problème, je vais démissionner. » Et il me dit « Mais d'abord, avant tout, expliquez-moi votre démarche. » Et je dis « Écoutez, quand un roi a décidé de quelque chose, s'il a des gens qui l'empêchent de faire quelque chose, il est pan, C'est pas roi. il n'est pas roi, il ne peut pas. Donc il faut pouvoir couper les têtes. Et donc, moi, je coupe les arbres pour maîtriser la nature. Et il m'a dit, vous êtes fou, mais j'ai compris, couper les têtes. Et donc, on a commencé à faire ce jardin à la française comme ça. Et je lui ai montré qu'un jardin à la française, ce n'était pas qu'un décor visuel, comme on voit maintenant quand on va à Versailles, on trouve que c'est beau, etc. Mais c'est toute une démarche politique qui s'est créée et où le roi s'impose à tout. Il s'impose aux humains et il s'impose aussi à la nature. La politique s'incarne dans un paysage complètement. et dans cette démarche. Et c'est ce qui se fait toujours, sans parler de politique, enfin on peut parler de politique d'une façon poétique, on va dire. À tout moment du temps, les politiques imposent ou n'imposent pas leur dictat, quoi, hein. Et ça, c'est important de savoir ça. Et donc, le paysage, lui, il impose beaucoup de choses. Seulement, il faut savoir l'écouter, savoir comment il réagit en fonction du vent, du temps, du soleil, etc. Et si on ne l'écoute pas, on fait comme Louis XIV, on coupe les têtes. Et c'est ce qui se passe actuellement, sans parler d'écologie de façon un peu lourde, mais il y a une sensibilité au paysage qui doit se créer et une sensibilité à l'humain. Et sans ça, on ne peut rien faire, quoi. Et une aberration architecturale, par exemple, parce que c'est la volonté du prince, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on est capable de réaliser quand on s'appelle Jean-François Régis? Ah oui. Moi, je suis un mercenaire. C'est-à-dire que, par exemple, l'Arche de la Défense, qui est une véritable aberration ergonomique, ou même la très grande bibliothèque, ça a été des choses que des architectes ont quand même accepté de construire parce que François Mitterrand le voulait. Oui, mais parce qu'un architecte doit retraduire la pensée d'un décideur. Un architecte qui s'impose, lui, c'est pas ma mentalité, quoi.
On peut pas. Enfin bon, ça Donc devient- mercenaire au sens où je vais comprendre le fonctionnement de mon donneur d'ordre. Si celui-là est contraire à mon éthique, je passe à autre chose. Mais s'il est acceptable ou pas. ou pas. Jusque-là. Oui, ou pas, parce que. Ou alors je fais pas mon métier. Mon métier, c'est d'intégrer. Donc je dois intégrer le paysage, mais je dois intégrer l'humain, quel qu'il soit. Alors c'est des fois dangereux, où il faut faire attention, etc. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Si on vous demandait de construire un pénitencier, par exemple, est-ce que ça serait quelque chose comme un challenge pour vous? Un pénitencier. Ouais. Oui, il y aurait des fleurs peut-être dedans. Il faut savoir si les fleurs vont pousser. Donc, Alors, vous avez commencé ces études d'architecte paysagiste et ensuite vous avez travaillé pour d'autres avant de travailler pour vous. Comment ça s'est passé? non, ce j'ai jamais début de travaillé carrière pour personne. Ça aurait été insupportable. Donc je me suis installé immédiatement. Et voilà, donc au départ c'était pas facile. Car Faut se créer sa le clientèle. métier d'architecte paysagiste était un métier, on va dire, d'original. De gens, on ne comprenait pas trop. Donc c'était bizarre, quoi. Donc, Quoi, c'était pas un architecte, c'était pas un horticulteur, c'était pas un pépiniériste, c'était voilà, pas... donc ça servait pas grand chose, quoi. Donc c'est là où il faut s'imposer et montrer que l'architecte paysagiste peut amener des solutions, faire des économies sur un projet. Si on s'y prend à l'avance, si on nous appelle en dernier, on fait que de la décoration. Si on nous appelle en premier, on fait de la réflexion. Donc très souvent, enfin moi, 90% de mon temps, je n'ai travaillé qu'en amont, avant, pour pouvoir travailler en aval ensuite. Mais alors, je dois avouer qu'en France, les oreilles se ferment de ce genre de choses, mais à l'étranger, au contraire, ils sont très à l'écoute et ont bien pensé que le paysage était d'abord plus important que l'architecture et qu'il fallait penser paysage avant de penser architecture. Alors comment est-ce qu'on insuffle ces idées quand on commence, finalement on n'est pas connu, quand on veut se mettre à son compte, on met on fait de la pub, on fait quoi? Non, on montre qu'on est très technicien, avant tout, parce qu'on nous prend d'abord pour des artistes, et ça c'est insupportable. Donc il faut maîtriser la technique au même niveau qu'un ingénieur. Et à ce moment-là, on ne prend pas le discours du paysagiste, on prend le discours du technicien. Comme on a le discours de technicien, il y a une intégration qui se crée avec l'humain. Et à partir de là, on n'est pas obligé de dire ce qu'on va faire et on fait autre chose. Et donc on n'assoit pas sa crédibilité sur une créativité à tout craint. Non. On l'assoit sur du solide, sur du tangible et sur du mesurable. Tout à fait. Et après, on exerce sa créativité. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez fait pour vous bâtir une clientèle petit à petit. Oui, pour tout, ouais. La première chose un peu délirante qu'on vous a demandé et que vous avez menée au bout, c'était quoi d'après vous? À moins qu'elles le soient toutes. Je sais pas, il y en a beaucoup. Un projet architectural qui peut paraître dément et que vous avez mené au bout. Bah, pour bouger des bancs, c'était d'abord de faire un jardin à la française sur lequel, quand je fais mes études, la seule chose que je m'étais jury, c'est jamais faire de jardin à la française. Donc évidemment, j'en ai fait un. Bah oui, forcément. Après, bon, c'est des idées, c'est créer une marina en plein désert, des choses comme ça. Donc je travaillais avec le roi de Jordanie justement là-dessus. Je travaille en Arabie Saoudite, à Dubaï. C'est quoi le challenge de Dubaï en fait? C'était de gagner sur la mer, de faire quelque chose d'esthétique qui se voit du cosmos. C'était quoi en fait? Oui, c'était de voir de l'espace et d'imposer. C'est le même système que Louis XIV. Imposer une marque qui ne peut pas s'effacer, sauf de la démolir. Mais donc The Palm a été ça. Donc c'est imposer un dessin qui est imprimé et sur lequel on va en parler et les gens sont fixés dessus. Bon. Alors là, on était dans une dimension touristique, de loisirs finalement, parce que les gens louent des villas, des marinas dans ce contexte-là. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur des dimensions beaucoup plus professionnelles, économiques, comme des ports? Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur des dimensions portuaires. Je pense que j'ai fait une quarantaine de ports, de partout.
Ça va de New York au Panama, en passant par le Brésil, en passant par tous les pays, Espagne, Portugal, etc. La Tunisie et la Jordanie, je sais pas, encore d'autres. Des ports de commerce, des Non, ports que des ports de loisirs. De loisirs, oui. Donc des ports où vont arriver les yachts, où vont arriver les bateaux de croisière, où vont arriver... à quoi il faut penser quand on fait un port? Bon, mis à part qu'il n'est pas n'importe où et qu'il n'y a pas n'importe qui va venir dedans, qu'est-ce qu'il faut regarder d'abord quand on construit un port? Le site. Le site. D'abord, il faut savoir où on l'implante, le port. On ne décide pas qu'on met un port ici ou là. C'est d'abord le site et j'irai uniquement le site. Et ensuite, on s'adapte. Si on vous avait demandé de construire Notre-Dame-des-Landes, vous seriez pris différemment? Non, je pense pas, non. Non, le site. On peut tout faire. Après, il faut savoir avec qui et comment. Et je pense que le premier des concepteurs, c'est pas l'architecte paysagiste ou c'est pas l'architecte, c'est l'investisseur. C'est lui le vrai concepteur. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que s'il n'a pas la volonté de nous laisser libres de réflexion, s'il commence à s'imposer, il faut qu'il s'impose, mais il faut qu'il soit à l'écoute. S'il n'est pas à l'écoute, s'il a déjà des idées préconçues, lui, c'est impossible à travailler, quoi. Et les projets sont assez catastrophiques en général, quoi. Il y a des limites à mettre entre l'expression d'une idée et puis sa traduction professionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense qu'on peut être professionnel à votre place pour dire bah si on va le faire ici, pourquoi pas là, il y a aussi l'expression d'un métier. Oui, disant, tout à fait. je vous ai bien écouté, c'est très intéressant ce que vous dites et on va le faire 50 mètres plus loin parce que là où vous voulez qu'on le fasse, ça ne va pas fonctionner. Complètement. Voilà, par exemple, près de Tozeur, on a fait une oasis sur 24 hectares. Ça, c'était une imposition. On fait une oasis. Et donc, ils avaient déterminé qu'ils mettaient l'oasis à un certain endroit. Bon, j'ai dit, attendez, l'oasis, il faut de l'eau. Donc, dans un désert, il faut trouver les nappes phréatiques, etc. Donc, on a changé là, déjà l'implantation de l'oasis. Puis ensuite, il fallait savoir comment on pouvait faire, dessaler l'eau, etc. ou pas. Et ça, c'est... Ça, c'est votre métier finalement. Après, vous faites appel à d'autres métiers. Oui. Se trouver de l'eau, c'est un métier. Oui. Moi, là, à ce moment-là, je suis ce qu'on appelle chef d'orchestre. Voilà. C'est-à-dire que j'organise, je prends des techniciens différents, des ingénieurs et autres qui donnent leur point de vue. Et moi, je fais la synthèse de tout ça pour voir un peu si c'est possible ou pas, quoi. Avec mon métier, je partais avec un carton à dessin et un stylo, et puis c'est tout ce que j'avais. Maintenant, si on part comme ça, on est perdu d'avance, quoi. Tous mes projets, je les ai faits à base de peinture. Je suis notamment inspiré de Miro. Personne ne sait que souvent, quand je dessine quelque chose, c'est Miro qui est derrière, quoi. Je regarde des choses de Miro et hop, je m'inspire. Et évidemment, je ne fais pas la même chose. Je vais lire, je modifie, puis après j'ai un contexte paysage, donc je peux modifier les choses. Par exemple, j'ai fait un port à Tunis. C'est un tableau de Miro, mais personne ne le sait. Il faut toujours avoir un support. Je dis toujours, la meilleure chose, c'est de recopier. Mais si c'est recopier pour faire la même chose, c'est pas bon. Par contre, recopier et modifier, c'est toujours comme ça. Les gens font. Picasso a toujours fait ça. Picasso, quand il faisait une sculpture, il faisait ça à base d'une casserole, d'un galet, etc. Peut-être toujours d'une forme existante. existante. Mais pourtant, les sculptures, ça n'a rien à voir avec une casserole et une pierre ou autre. Mais il est parti de ça, quoi. Donc, pourquoi il part de ça? Parce qu'en fait, il y a une tension qui existe sur un objet que nous-mêmes, on ne peut pas avoir directement. On a des formes molles qui ne sont pas assez tendues. Si les choses dans la nature sont tendues, il faut les prendre et s'en servir et retravailler les choses pour avoir cette inspiration, justement.